Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir vous retrouver enfin après quelques petits problèmes techniques et tout ça qui m'ont empêché de faire la vidéo quand je le voulais. Je vais pouvoir enfin vous parler d'Alita Battle Angel, donc le film réalisé par Robert Rodriguez. On pourrait dire d'une certaine manière co-réalisé et en tout cas produit par James Cameron. Et même si ça fait un moment qu'il est sorti et que j'aurais bien voulu rapprocher la sortie de ma vidéo avec celle de la sortie cinéma, malheureusement je peux le faire que maintenant. Mais voilà, même si ça avait été dans 6 mois, je pense que j'aurais fait la vidéo parce que j'ai vraiment très envie de vous parler. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos ou qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez qu'une de mes premières vidéos, c'était une vidéo qui parlait justement de la première bande-annonce. Donc c'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience et j'ai vraiment très envie de vous en parler. Alors pour vous situer un peu le contexte et pourquoi j'attendais vraiment beaucoup ce film, plus que n'importe quel autre film en fait, j'ai une histoire un peu particulière avec le manga Gun et avec surtout l'OAV, enfin en tout cas les deux OAV qui sont sortis dans les années 90. Je sais que je suis sans doute pas le seul à avoir beaucoup aimé Gun, etc. Et je pense que certains d'entre vous qui regardent la vidéo, peut-être que vous vous reconnaîtrez un petit peu là-dedans. Et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir un petit peu partager ces expériences. Pour ceux qui connaissent, dans les années 90, ils ont sorti toute une collection de films d'animation, etc. Sous l'appellation Manga Mania. Donc avant ça, c'était Manga Vidéo. Ensuite, il y a eu Manga Mania et c'était encore les VHS à l'époque. Et ensuite, ils ont sorti des DVD. Mon père avait commencé à me faire la collection. Alors, on n'a pas eu toutes les VHS. Mais parmi les VHS qu'il avait acheté, il y avait justement les OAV de Gun. Et j'étais relativement très jeune, je ne sais plus exactement quel âge je devais avoir, mais je ne devais pas avoir 10 ans la première fois que je les ai vus. Et je vous avoue que ça m'avait beaucoup marqué. Alors évidemment, de par la violence, parce que je n'étais pas habitué à voir autant de violence dans un dessin animé. Moi, à l'époque, les dessins animés que je regardais, c'était ce qui passait un peu à l'époque. J'aimais bien aussi les trucs un petit peu plus matures comme la série Batman. Il y avait Dragon Ball aussi que j'adorais. Mais c'est vrai que le niveau vraiment de réalisme et de violence qu'on pouvait retrouver dans des OAV comme Gun et dans ce qu'on avait globalement dans la collection Manga Mania, moi j'étais pas trop habitué à voir ça. Et puis il y avait aussi toute cette dimension psychologique autour des personnages. Il y avait ce monde qui paraissait vraiment poisseux et où les gens ont l'air vraiment malheureux avec ce côté vraiment très fortement cyberpunk. Et effectivement, à l'époque, ça m'avait beaucoup plu et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Donc moi, j'ai pu lire les mangas Gun que bien plus tard, mais j'avais tellement adoré le OAV que je me suis dit, ce manga, s'il existe, il faut absolument que je le lise. Et je m'étais procuré les mangas, je sais plus, je devais avoir 14 ou 15 ans. Je me les suis procurés, j'ai tout lu et j'ai vraiment adoré. Et honnêtement, encore une fois, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la bande-annonce d'Alita Battle Angel, vous savez que ça fait partie de mes mangas préférés. Alors avec ce que je vous explique là, vous avez très certainement déjà compris que ça va être extrêmement compliqué pour moi de faire une analyse, de donner un avis vraiment objectif, on va dire. Alors c'est déjà compliqué de base parce qu'on est toujours biaisé, c'est toujours très subjectif ce qu'on va dire, ce qu'on pense, etc. Mais là, je veux dire, le côté émotionnel chez moi est tellement marqué par rapport à cette œuvre que ça va être encore plus compliqué. Mais je vous assure que, en plus, j'ai eu le temps de bien y réfléchir. Je suis allé voir le film 2 fois. Voilà, ça me permet quand même d'avoir pris un petit peu de recul par rapport au film, par rapport à tout ça. Et je vais essayer de vous livrer un petit peu ce que j'ai ressenti en regardant le film, les points positifs, les points négatifs et vraiment ce que je pense globalement de tout ça. Alors, James Cameron oblige, déjà visuellement, au niveau des effets spéciaux, au niveau de tout un tas de choses, c'est vraiment très réussi, c'est vraiment bluffant. Alors, évidemment, l'aspect entièrement CGI déjà d'Alita et puis d'autres personnages, ça peut dérouter. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, à mon avis, dans 10 ou 15 ans, ça aura vachement mal vieilli. Mais ça m'a pas trop dérangé quand j'ai regardé le film, même si ça se voyait un petit peu. Pourquoi ? Parce que, justement, en fait, c'est parce que ça m'a dérangé. Et si vous voulez, cet aspect dérangeant, on le retrouvait aussi dans le manga. C'est quelque chose qui était voulu par l'auteur, qu'on soit dérangé par l'aspect cybernétique des humains qui justement, le message c'est qu'à force de se cybernétiser, je ne sais pas si ça se dit, mais vont perdre
une part de leur humanité, et voire pour certains leur humanité complètement. Et du coup, j'ai retrouvé ça, vous voyez, dans cet aspect un petit peu vallée dérangeante, pour ceux qui savent ce que c'est. J'ai retrouvé ça dans le film, j'ai retrouvé ce côté un petit peu dérangeant, ce côté déshumanisant, et du coup, ça m'a plu. Je me suis dit, ok, peut-être que dans 10 ou 15 ans, je le reverrai avec un œil différent. Je me dirai, bon, les effets spéciaux sont un peu dégueulasses. Hein, qui sait, on en reparlera à ce moment-là. Mais là, à l'heure actuelle, je trouve que c'est du coup un parti pris qui, plus que desservir le film, le sert en fait. Après, ça, encore une fois, c'est entièrement subjectif. Peut-être que certaines personnes n'aimeront pas du tout cet aspect-là. Moi, j'ai trouvé que ça collait bien justement à l'univers. Puis, évidemment, on a toutes les scènes d'action, on a les scènes de combat, on a les scènes avec le motorball et tout ça. Et franchement, toutes ces scènes-là sont extrêmement réussies. Alors, évidemment, on pourra toujours pinailler et dire qu'on peut faire un petit peu mieux. Mais très honnêtement, que ce soit en termes de mise en scène, en termes purement techniques, et puis en termes de chorégraphie, etc., c'était vraiment, vraiment, vraiment jouissif. Et c'est un petit peu ce qu'on a envie de voir quand on va voir un film comme celui-là. Donc voilà, à ce niveau-là, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher. Et d'ailleurs, d'un point de vue technique, j'ai très, très peu de choses à reprocher au film, quoi. Puis maintenant, je voudrais souligner aussi un troisième point qui m'a beaucoup plu, et ensuite on passera à autre chose. C'est le personnage d'Alita, en fait. Qui est légèrement différent, évidemment, de celui du manga, mais on retrouve quand même l'esprit de la Gali du manga, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, dans le manga, le personnage s'appelle Gali. Et effectivement, on retrouve quelques différences entre les deux personnages, c'est normal, mais je trouve que l'esprit est là. Voilà, le personnage a toujours cette espèce de naïveté qu'on retrouve aussi bien dans le manga que dans le film. Il y a ce côté un petit peu épris de justice du personnage qui était très très fortement marqué dans le manga et qu'on retrouve encore une fois dans le film. Même si voilà, il y a quelques petites choses qu'il faut que je précise, mais ça encore une fois je le ferai après. Mais l'essentiel en fait, c'est que le personnage d'Alita m'a paru presque aussi attachant, voire aussi attachant que le personnage de Gali dans le manga. Très honnêtement, c'est le gros point fort du film. C'est vraiment le personnage d'Alita qui est vraiment, malgré le côté tout CGI, qui est vraiment extrêmement attachant. À un moment, il y a un personnage dans le film qui lui dit « Tu es la personne la plus humaine que j'ai jamais rencontrée de ma vie ». Et ça m'a beaucoup fait penser à un autre film, c'est Wall-E de Disney Pixar, entièrement en animation, en images de synthèse, et où en plus de ça, le personnage de Wall-E, c'est un petit robot, vraiment qui n'a en apparence rien d'humain. Et ils ont réussi à l'humaniser et à nous faire avoir de l'empathie pour ce personnage. Et je trouvais que c'était vraiment très très fort et très très réussi. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais comme on me l'a demandé, voilà, il y a des gens que je connais qui m'ont dit, voilà, quand tu feras ta vidéo sur Alita, est-ce qu'il y a moyen que tu ne spoiles pas trop, parce qu'on n'aura sans doute pas vu le film et tout ça, mais on a envie de regarder ta vidéo. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une zone spoiler. Et si vous n'avez pas envie d'être spoilé parce que vous n'avez pas vu le film et tout ça, moi je vous invite à zapper complètement la zone spoiler et à revenir en fin de vidéo pour que je vous donne mon avis général sur le film et que je conclue la vidéo. Alors, il y a deux gros défauts, vraiment des défauts majeurs qui m'ont pas mal dérangé dans le film malgré tout. Et le premier, c'est par rapport à, évidemment, Robert Rodriguez. Je vais pas non plus commencer à m'acharner dessus, à lui cracher dessus. Si vous avez vu ma vidéo sur la bande-annonce, vous savez que c'est pas un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai rien contre le personnage. J'ai vu beaucoup de ses interviews, ça a l'air d'être quelqu'un d'éminemment sympathique. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a fait ça avec son cœur. Il y a mis ses tripes, ça se voit dans le film. Et c'est d'ailleurs pas toujours un bien, et c'est ce que je vais évoquer juste après. Donc voilà, j'ai rien contre le bonhomme du tout, mais c'est vrai que je suis pas du tout fan de ses films. Alors il y en a un ou deux que j'ai pu apprécier, qui étaient pas mal, hein, c'est pas ça. Mais la majorité de sa filmographie ne me plaît pas du tout. Et pour un tas de raisons, et ça me faisait vraiment peur de voir qu'on décidait de le mettre à la réalisation d'Alita Battle Angel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que James Cameron, lui, il avait plus trop le temps avec Avatar, etc. pour Alita Battle Angel, qui pourtant était un projet de longue date. Moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis plus de 10 ans. Lui, je pense que ça fait plus de 15 ans qu'il avait envie de réaliser ce projet-là.
Et d'après ce qui est expliqué dans les interviews, après il faut voir si c'est pour créer la légende ou si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, ils étaient bêtement en train de prendre un café ou de manger un morceau, ils discutaient et Robert Rodriguez aurait demandé à James Cameron, voilà, qu'est-ce qu'il en est d'Alita et tout ça, tu comptes le faire, ça a l'air bien. Et James Cameron lui a dit, écoute, moi pour le moment je peux pas, mais toi tu pourrais le faire. Moi je pourrais produire le film et tout, pourquoi tu ne le ferais pas ? Et apparemment, Robert Rodriguez aurait accepté. Alors, il y a un autre aspect qui a été mis en avant par James Cameron et par d'autres personnes qui gravitent autour du projet, comme argument pour dire Robert Rodriguez, c'est la personne qu'il nous faut, c'est qu'il s'imaginait le film comme étant une sorte de teen movie. Alors, encore une fois, est-ce que c'était après pour faire de la com et pour expliquer la chose qu'ils ont sorti cet argument-là ? Ou c'est vraiment comme ça qu'ils voyaient le truc dès le départ, je n'en sais rien. Mais c'est ce qui a été annoncé et c'est ce qui a été avancé comme argument. Et c'est quoi un teen movie ? En fait, c'est la plupart du temps un film où on va mettre en scène des personnages assez jeunes, hein, qui vont avoir 18, 19 ans ou parfois un petit peu plus jeunes, un petit peu plus âgés. Mais voilà, ils n'auront pas 30 ou 40 ans les personnages et le film va globalement s'adresser à des personnes relativement jeunes, hein, des adolescents ou des jeunes adultes. Pour donner un exemple très récent, hein, vous avez des Hunger Games, c'est vraiment typiquement le teen movie. Vous avez eu Twilight aussi qui pourrait être considéré comme une sorte de teen movie. Encore un peu avant, il y avait American Pie qui était plus dans le registre comédie, mais c'est un teen movie. On a eu Scream aussi, un teen movie de type un petit peu horreur, thriller, je sais pas trop quoi, slasher en fait, voilà, c'est le terme que je cherchais. On a eu aussi The Faculty, qui a été justement réalisé par Robert Rodriguez, et qui est un teen movie de type un petit peu SF sur le thème des envahisseurs extraterrestres et tout ça. Et donc ils se sont dit, voilà, comme le personnage d'Alita, c'est un personnage qui va... même s'il y a eu des choses dans le passé, qui va commencer sa vie à ce moment-là, qui va être reconstruite, qui va se forger une nouvelle personnalité, qui va devoir se chercher elle-même, qui va tomber amoureuse, qui va établir un lien très fort avec le Dr. Ido, un lien vraiment d'amour, d'affection envers lui, un peu comme un père, mais aussi conflictuel, vous voyez, comme les relations classiques parents-enfants, etc. Donc voilà, ils se voyaient vraiment construire le film comme un teen movie. Et moi déjà, c'est le premier aspect lié à Rodriguez qui me dérange un peu. C'est que faire un teen movie, vraiment, avec Alita Battle Angel, avec Gunn, alors ils y sont arrivés dans une certaine mesure à faire un film qui tient la route. Et c'est même pas juste le fait d'avoir voulu rendre le film accessible à tout le monde en ne mettant pas de sang, en faisant que le sang des cyborgs... soit bleu et tout ça, c'est même pas cet aspect-là qui me dérange encore que. Ça me dérange quand même un peu, mais je peux le comprendre et je peux l'accepter. Par contre, vraiment tout l'univers, la manière dont il a été retranscrit, vraiment l'esprit du film, la manière dont il a été conçu, le fait d'en faire un teen movie, je sais pas, il y a quelque chose qui matche pas. Je suis d'accord que c'est... le personnage d'Alita, c'est un personnage naïf et tout ça, mais c'était déjà un personnage qui était écrit comme ça dans le manga, et le manga, c'était pas un shonen, quoi. C'est un truc à destination des adultes, c'est un truc qui vous épargne rien, en fait. Vous allez vous prendre vraiment la cruauté du monde et tout ça en pleine face, et c'est quelque chose que je ressens pas du tout dans le film. Et je vais vous donner un exemple très concret. C'est la ville d'Iron City, en fait. Dans le manga, ça s'appelle la décharge déjà. Donc déjà, on change le nom. Vous avez, en japonais, ils appellent ça Kuzutetsu. Donc c'est la décharge. On pourrait appeler ça la cité ou la ville décharge, à la limite. Mais eux, ils ont décidé d'appeler ça Iron City. En gros, on pourrait traduire ça par la cité de métal, quoi, un truc comme ça. Ça n'a pas du tout le même rapport, en fait. La décharge et Iron City, ça rend pas la même chose, mais même visuellement, en fait. À part au tout début du film, où vous avez un petit peu cette imagerie un peu crépusculaire au moment où le Dr. Ido trouve Alita, où vous dites « Ah ouais, ok, on a ce côté un petit peu poisseux dans la décharge, crépusculaire et tout ça, c'est très très joli. » Ce côté-là s'estompe très très rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'évolution dans le film où on va passer de choses qui sont très colorées
à des plans un petit peu plus de nuit. En fait, à partir du moment où Alita commence à vraiment se rendre compte à quel point le monde autour d'elle est cruel et où il va lui arriver beaucoup de bricoles, on va avoir plus de plans de nuit, ça va être beaucoup moins coloré, etc. Ça, c'est vrai. Et je pense que c'est un parti pris, si vous voulez. Ils ont voulu faire évoluer l'environnement d'Alita avec elle. Donc on peut se dire, voilà, en fait, ils ont voulu retranscrire le monde autour d'Alita de la manière dont elle le voit. Avec ses yeux au début naïfs, plus elle se rend compte de ce qui se passe vraiment autour d'elle, et plus on se rend compte avec elle que le monde est cruel, sombre, etc. Et sur le papier, c'est pas une mauvaise idée en fait. Mais dans le film, visuellement et tout ça, ça marche pas. Parce que vous, en tant que spectateur, la première vision que vous avez, si vous voulez, d'Iron City, bah, c'est que c'est relativement coloré. C'est que les gens, malgré tout, rient dans la rue. C'est qu'elle mange des oranges, Alita, et qu'ensuite Hugo dans le film, va l'emmener manger du chocolat. C'est qu'ils vont faire du rollerball dans la rue, un peu comme si des gosses mettaient des canettes et jouaient au foot, et ils vont s'amuser, on va tous rigoler, on va tous être potes. C'est pas du tout cet esprit-là qu'il y a dans le manga. Et comme c'est le premier contact qu'on a avec le monde, on se dit, mais au final, ça va, c'est relativement inoffensif en fait. Et à part que la nuit, c'est dangereux parce que il y a des gens qui agressent des jeunes femmes, sans doute pour obtenir, je sais pas moi, leur cerveau ou des pièces de leur corps mécanique ou je sais pas quoi encore. Ça a pas l'air si dangereux que ça. Je veux dire, c'est pas plus dangereux que certains pays qui existent actuellement dans notre monde. Je veux dire, vous allez dans certains pays et dans certaines villes en particulier, on va vous déconseiller d'aller dans des petites ruelles un peu sombres le soir et tout. Voilà, je vais dire, ça n'a pas l'air plus abusé que nous, en fait. Alors que, justement, un des propos du manga, c'était de montrer la déshumanisation de l'humanité, justement, au travers de la cybernétisation, au travers du transhumanisme. Vous voyez, ils sont tellement allés loin qu'ils ont perdu leurs caractéristiques humaines physiques. Mais justement, il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans le manga, c'est dans le premier tome, il me semble, où il cite Nietzsche, où il dit que l'esprit n'est que le jouet du corps. Et en fait, il veut retranscrire dans son manga que le fait d'avoir tellement modifié son corps humain, ça a fini par, à grande échelle, modifier la manière dont se comporte l'humanité et a créé ce monde vraiment dégueulasse, horrible, où il fait vraiment pas bon vivre en fait. Moi, je voudrais pas vivre dans un monde comme celui-là, comme celui du manga en tout cas. Alors que je dis pas que j'aimerais vivre dans un monde comme celui du film, mais honnêtement, tu te dis ça passe, ça passe. Et c'est quelque chose qui est vraiment très dérangeant d'un point de vue de logique interne, parce qu'il y a tout le monde qui dit ce monde est dangereux. Hugo dit ici c'est le plus fort qui gagne sur le plus faible, ce monde est... Mais je vais dire, nous aussi, c'est le plus fort qui gagne sur le plus faible. Il y a des plus riches, il y a des plus pauvres, les plus puissants et les plus riches dominent, et les plus faibles doivent travailler, n'ont pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant à ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Et c'est un peu dérangeant, parce que dans le manga, on poussait quand même le truc un cran, voire 2 crans plus loin, dans la cruauté, et dans tout un tas de choses, en fait. Et j'ai aussi cru comprendre que ce côté assez coloré, ce côté où malgré la cruauté ambiante, etc., les gens arrivent quand même à être heureux, etc. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Robert Rodriguez a voulu quand même mettre de son âme et de ses tripes dans le film, et pas forcément bien en fait, enfin pour un bon résultat. C'est que lui, il a grandi en Amérique latine, et donc il a connu justement ces environnements où tu pouvais être entouré de copains, où tu vas aller jouer, faire du sport dans la rue, etc. Mais où c'est quand même dangereux, parce qu'il y a des guerres de gangs, parce que la sécurité, c'est peut-être pas comme dans certains autres pays, vous voyez. Et en plus, on est pauvre, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut pas manger ce qu'on veut, on peut pas toujours manger à sa faim. Je dis pas que lui a vécu ça, mais en tout cas, dans certains pays d'Amérique latine, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et du coup, on ressent qu'il a voulu retranscrire ce que lui a connu. Et encore une fois, voilà, il y a une espèce de dissonance entre le monde tel qu'il aurait dû être retranscrit, tel qu'il était dans le manga, et le monde tel qu'on le voit dans le film.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas obligatoire que ce soit exactement dans le manga. Voilà, comme je l'ai dit plus tôt, ça je vous donne raison, le personnage d'Alita est pas tout à fait pareil, mais en soi c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Mais là, pourquoi c'est dérangeant que ce soit pas comme dans le manga? Parce qu'ils ont gardé justement l'essence du personnage d'Alita est restée la même, par exemple. Mais ils changent le monde autour d'Alita, ce qui fait que son rapport au monde n'est plus le même. Si dans le manga, elle vous sort une phrase telle que « je ne reste pas passive face au mal » ou comme elle le dit dans le film, vous y croyez? Parce que elle, c'est un personnage qui se veut fondamentalement bon. Alors je dis pas qu'elle va toujours faire les bons choix, mais qui globalement est une héroïne, qui ne veut pas de mal aux gens, etc. et qui supporte mal l'injustice. C'est quelque chose qui est très très marqué dans le manga. Mais on a besoin d'un personnage comme ça dans le manga, du fait que ils sont tous fous autour d'elle, vous comprenez? Le monde est devenu complètement fou. Et elle va trouver du réconfort chez très très peu de personnes. Et nous, en tant que spectateurs, on va trouver de réconfort chez très très peu de personnages. Quand vous mettez un personnage comme Gali ou comme Alita dans le film, ben ça devient un peu niais. Parce qu'un personnage qui vient vous dire « je ne reste pas passive en présence du mal », et qui vient épris de justice, etc., dans un monde qui ne semble pas si injuste que ça, en fait, où on vous dit qu'il y a des injustices, mais où vous dites, en fait, c'est un peu comme notre monde, ça n'a pas le même impact. Et ça donne quelque chose d'un peu niais, en fait. Et ça, c'est une critique que j'ai très souvent vue dans quelques vidéos ou même dans certains textes, où les gens disaient, voilà, c'est un peu guimauve à certains moments et tout ça. Mais oui, mais c'est pas la manière dont les personnages sont écrits qui est guimauve, c'est parce qu'on a changé l'environnement dans lequel les personnages évoluent que ça rend les personnages guimauves. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est problématique, vouloir faire un teen movie, un truc un peu trop coloré, qui soit un peu inoffensif quand même, c'est assez problématique. Le deuxième point assez négatif que je vais relever, après ça j'en ai plus, c'est vraiment les deux gros points que j'ai relevés, même si voilà, je pourrais encore pinailler sur d'autres choses, mais le deuxième, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils ont changé sur certains personnages, notamment Yugo et le personnage d'Ido. Alors, pourquoi je relève ces deux personnages-là et je les mets en parallèle? C'est que le personnage d'Ido, dans le film, on nous donne une sorte de background, d'histoire par rapport à lui, qui est différente de celle du manga et de l'OAV, où là on dit voilà, il a eu une fille, sa fille s'est fait tuer, c'est pour ça que Shiren, sa femme, l'a quitté. À savoir que dans le manga, Shiren n'existe pas et qu'elle a été rajoutée dans l'OAV, donc il y a encore quelques petites différences. Et on voit que James Cameron et sans doute Robert Rodriguez ont été marqués beaucoup par l'OAV. On a voulu donner une dimension un peu autre que dans le manga et dans l'OAV à Ido, avec des motivations totalement différentes. Il ne devient pas Hunter Warrior pour les mêmes raisons dans le film, dans le manga, dans l'OAV, etc. Là, c'est parce qu'on a tué sa fille, etc. et qu'il a ce besoin de rendre justice et tout ça. Et on le rend quelque part un petit peu plus attachant. Enfin, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il était déjà très attachant dans le manga et dans l'OAV. Mais ici, on essaie, si vous voulez, voilà, on sort un petit peu les violons. Et c'est pas une mauvaise idée en soi, vouloir rajouter cet aspect-là, surtout que c'est à destination d'un public américain, donc c'est différent. Bon, pourquoi pas, ça dérange pas, ça dénature pas non plus trop le personnage, ok? Ça change quelques trucs, mais c'est pas grave. Là où je ne comprends pas ce choix, c'est qu'un personnage comme Ido, qui n'avait pas besoin d'être, on va dire, augmenté justement, et qui était déjà très bien comme il était, bah on se dit on va lui ajouter une couche supplémentaire. Mais un personnage comme Yugo, qui est quand même un personnage assez important, assez central, en tout cas dans les 2 premiers tomes du manga et là dans le film, lui on lui retire des choses. C'est-à-dire que Hugo dans le film est devenu juste un personnage qui veut s'en sortir, voilà, qui somme toute est sympathique, où on va quand même s'attacher à lui dans la mesure où Alita s'attache à lui, et du coup à la fin quand il meurt on est triste évidemment. Mais dans le manga et dans l'OAV, il a une histoire qui est totalement différente. Justement, c'est son passé qu'on va mettre en avant, pas celui d'Ido en fait. Enfin, un petit peu, mais
pas de la même manière. Ido n'a pas de fille, etc. Mais lui, par contre, Hugo, il a un passé par rapport à son frère, à sa belle-sœur, etc. Où son frère s'est fait trahir par sa propre femme. Il a été du coup exécuté parce qu'il voulait pouvoir voir Zalem de haut, qu'il avait fait sa montgolfière, etc. Enfin, ceux qui ont lu le manga, vous connaissez l'histoire. Mais c'est une histoire... Enfin, moi, à l'époque, bon, après j'étais jeune, mais même à chaque fois que je lis ça, ça me retourne parce que c'est hyper triste. Et ça donne de la matière au personnage de Hugo. On comprend que, ok, le gars ne veut plus rester là où il est, et du coup, il veut absolument aller sur Zalem parce qu'il veut s'en sortir. Mais ce qu'on nous fait comprendre aussi, c'est que même s'il doit devenir clochard, le mec veut aller sur Zalem. Donc c'est pas uniquement pour avoir une meilleure vie. Le mec est conscient qu'en allant sur Zalem, peut-être qu'il se portera moins bien qu'en restant dans la décharge. Et d'ailleurs, le personnage de Vector lui dit, ici, en travaillant avec moi, tu peux devenir riche, tu peux dominer les autres, etc. Et Hugo aurait pu accepter. Et ce qui rajoute une dimension au personnage, c'est que lui, il veut pas, il veut absolument réaliser ce rêve d'aller sur Zalem parce que c'était aussi le rêve de son frère. Il y a quand même un moteur supplémentaire, il y a quelque chose qui pousse Hugo, en plus, dans le manga et dans l'OAV, à aller sur Zalem et qui renforce justement ce personnage aux yeux du spectateur. Il est consistant, on comprend vraiment pourquoi il s'acharne à vouloir aller sur Zalem alors que peut-être il va en crever. Et ça, on le comprend. Dans le film, on le comprend pas. Dans le film, on comprend pas pourquoi il veut absolument aller sur Zalem. Il aurait pu accepter facilement la proposition de Vector. Là, il ne l'accepte pas uniquement parce que c'est un bon gars. Parce que vous vous dites, oh, il est honnête, il travaille, il veut aller sur Zalem. Et du coup, voilà, le personnage manque d'épaisseur, manque de profondeur, et on s'attache à lui uniquement parce que c'est le love interest d'Alita. Et comme Alita est attachante, quand on voit qu'elle a de la peine et de l'empathie pour Hugo, ben nous, on a un peu de peine et d'empathie pour lui. Mais si vous mettez juste le personnage tout seul, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux gros points noirs. Enfin, il y avait dans le premier point, il y avait plusieurs points, mais vous avez compris, le point plus Rodriguez et là le point personnage Hugo, etc. Voilà, c'était vraiment les deux gros points noirs du film pour moi, même si il y a aussi d'autres défauts qui pourraient être relevés. Mais je pense que ce sont vraiment les deux points qui m'ont le plus marqué et qui sont restés le plus en mémoire chez moi avec le temps, avec le recul. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. Maintenant, on va sortir de la zone spoiler et je vais vous dire globalement ce que j'ai pensé du film au regard justement de ces points positifs et négatifs que j'ai un peu évoqués. Alors voilà, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien que c'est un film imparfait, mais que c'est un film que j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié d'aller le voir en salle. C'est parce que c'est un peu tard, mais sinon je vous aurais conseillé à tous d'aller le voir en salle. On a rarement des adaptations de manga au cinéma qui soient aussi réussies. Pour moi, la dernière en date, bon, il y a eu Ghost in the Shell, qui avait des points positifs. Il avait quand même quelques qualités, qui n'était pas un film dégueulasse non plus, mais qui avait quand même beaucoup de défauts, dont certains qu'on va retrouver dans Alita. Mais si je dois comparer les deux, honnêtement, je préfère de loin Alita. Et avant ça, bah moi, malheureusement, dans le paysage cinématographique, je vois rien, quoi. Il faut remonter dans les années 90, pour moi, avec un film comme Crying Freeman de Christophe Gans, pour vraiment avoir une adaptation de manga ou d'anime japonais qui tienne la route, qui retranscrivent bien ce qu'on appellerait la substantifique moelle de l'œuvre et qui la porte à l'écran et qui nous donne quelque chose de vraiment sympathique, de réussi, un bon film en fait. À part Crying Freeman, je vois rien. Si je reviens en arrière, je vois rien. Alors peut-être il faudrait remonter encore avant, je sais pas, parce qu'il y en a eu d'autres, des adaptations de manga, etc. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas vus, que je ne connais pas. Et là, du coup, je vous invite vivement à me le dire dans les commentaires si entre Crying Freeman et Alita Battle Angel, vous avez vu d'autres films qui sont adaptés de manga ou d'anime japonais où vous vous êtes dit c'était vraiment réussi. Dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y a peut-être des trucs que je ne connais pas. Mais honnêtement, moi, de mon point de vue, je vois rien du tout en fait. Donc voilà, rien que pour ça, rien que parce que c'est quand même un projet que moi aussi j'attendais depuis plus de 10 ans et que c'est un projet que James Cameron avait envie de faire depuis très longtemps. Rien que pour le fait que ça va peut-être potentiellement ouvrir le monde de la japanimation et du manga et que ça va faire connaître un manga culte et incroyable comme Gun
à certaines personnes, ça va peut-être pouvoir leur donner envie d'aller lire le manga et d'aller lire d'autres mangas après. Ben, rien que pour ça, moi je trouve que le film mérite d'exister. Et honnêtement, je vais pas cacher le plaisir que j'ai eu en le voyant en salle. C'est pas pour rien que je suis allé le voir 2 fois, c'était pas juste une question d'analyse. J'avais vraiment envie d'aller le voir une 2e fois parce que voilà, quand le film s'est terminé, malgré les défauts qui sont apparents, qui m'ont sauté aux yeux, etc., je me dis voilà, le film il était bien et j'ai envie de l'aimer. C'est peut-être trop subjectif, je sais pas, mais voilà, moi j'ai vraiment quand même beaucoup kiffé le film. Je trouve qu'il a des qualités qui arrivent à quand même prendre le dessus sur les défauts. Et voilà, moi je dirais pas que le film est parfait, mais honnêtement c'est un film qui mérite d'être vu. Et d'ailleurs ça me fait un peu peur parce que ils ont construit le film, et ça c'est pas un spoiler, ils ont construit le film de manière à ce qu'il puisse y avoir des suites. On le sait très bien que Gun c'est une série de mangas qui s'étale sur une plus longue période. Et donc le film est prévu pour avoir des suites. Et ça me fait peur, j'ai peur qu'il n'y ait pas de suite. Ça serait vraiment dommage, parce que s'ils se disent que voilà, ils ont fait leur petit truc, teen movie, etc., parce que c'était le premier film qui va les présenter l'univers et tout ça, qu'on avait la Gali, Alita un petit peu naïve, etc. Maintenant c'est bon, on peut passer au truc un petit peu plus adulte, un petit peu plus hardcore. Ça peut donner un 2e film, surtout si on parle de ce qui va arriver après, qui peut être incroyable, et si le film est bien réalisé. Malheureusement, le film il n'a pas beaucoup de succès aux États-Unis. Alors c'est pas un beat total, mais il n'a pas rencontré un franc succès non plus. Il a rencontré un certain succès en Chine, mais qui manifestement n'est pas suffisant pour combler on va dire le déficit que ça a créé aux États-Unis. En Europe, il a plus ou moins bien marché, ça dépend des pays. Évidemment, il a sans doute très bien marché en Belgique. En France, je pense que ça doit être un des pays où il a le mieux marché, vu que la France est un des pays, un des plus gros importateurs de mangas et d'animés japonais dans le monde. Mais voilà, le film n'a pas été un échec total, mais ça n'a pas été une réussite non plus. C'est un film un peu en demi-teinte. Et un film qui est en demi-teinte, au niveau des rentrées d'argent, hein, je parle, alors qu'on a mis autant d'argent, qu'on a investi autant d'argent, si vous le comparez à des productions Marvel, il se fait éclater la gueule. Marvel, ils vont mettre, s'ils mettent 300, 400 millions de dollars pour faire leur film, ça va leur en rapporter 1 milliard, 1,5 milliard, je sais pas, vous voyez. Le film a coûté cher dans sa production. Il a sans doute, même si j'ai pas les chiffres exacts, coûté très très cher en promotion. Et vu les chiffres que j'ai vus du box-office, et surtout le box-office américain, parce qu'on sait très bien que les Américains, ils se focalisent beaucoup justement sur le box-office américain. Même si ça marche dans d'autres pays, mais si ça n'a pas trop marché aux États-Unis, ils sont pas trop chauds de continuer la licence ou de faire d'autres trucs du genre. Ben voilà, moi je sais pas comment va être la suite. Et je vais vous dire, encore pire que de se dire qu'il n'y aura pas de suite à ce film, parce qu'à la limite, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, je ne vais pas aller pleurer. Mais se dire qu'un film comme celui-là, qui n'est pas parfait, qui a ses défauts, mais un film comme celui-là, risque de ne pas donner de suite. Parce que ça n'a pas fonctionné au box-office américain, et même mondialement, ça n'a pas tant cartonné que ça. Alors qu'on se bouffe du Marvel depuis 15 ans, et que moi, personnellement, j'en peux plus, je peux vous dire que je vais quand même rager assez fortement. Parce que je dis pas que tous les films Marvel sont pourris. Mais honnêtement, dans la majorité des cas, ils sont pas top. Il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot et qui sont soit moyens, soit bons. Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment pas nombreux. Et 3/4 des films Marvel qu'il y a, je vais pas dire que c'est de la merde pour pas m'attirer la rage des haters, mais c'est moins que moyen. On est vraiment sur du médiocre moins ou un truc du genre. Et on se les tape depuis 15 ans parce que ça fonctionne, parce que les gens vont tous les voir en salle. Il y a Captain Marvel qui est sorti. Le film est pas terrible. Il est pas terrible, il innove pas.
il fait rien d'exceptionnel, le personnage est pas si attachant que ça, les effets spéciaux sont pas mal, ok, oui, d'accord. Ben ça a tout éclaté au box-office. Ça a tout éclaté, alors qu'un Avengers Endgame, comme on l'attend, et vu la manière dont se terminait Infinity War, que ça explose le box-office, je peux comprendre, ça me pose pas de problème. Mais Captain Marvel, qui fasse vraiment à ce point mieux qu'un Alita Battle Angel, s'il vous plaît, quoi. Bon ben voilà les gens, je pense que on va arrêter cette vidéo ici, sinon je vais trop m'embarquer dans des aspects un peu trop négatifs, hein, dans les méandres de la marvellerie et tout ça. Et je vais au mieux m'attirer des ennemis, au pire je vais vous rendre dépressif. Donc voilà, je pense que j'ai dit même plus que ce que je devais dire sur le film, parce que la vidéo va être un petit peu longue. Mais honnêtement, j'avais envie de vous exprimer ça comme ça. J'avais envie vraiment même si j'ai pas relevé énormément de points, d'en parler un petit peu plus longuement, un petit peu plus en profondeur, parce que quand même c'est un film que j'attendais depuis plus de 10 ans, quoi. Et j'allais pas faire une vidéo de 15 minutes dessus, faut pas déconner. Donc voilà les gens, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu longue. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, y a le pouce rouge qui est là pour ça aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, ou comme je vous l'ai demandé plus tôt, hein, n'hésitez pas si vous avez des idées de films adaptés de manga que moi j'aurais loupé, mettez-les moi dans les commentaires et j'irai les voir. Je vous invite également à partager cette vidéo, parce que c'est vraiment une des choses qui en tant que youtubeur nous aide le plus, c'est le partage. Si la chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Vous pouvez aussi venir me rendre visite sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Enfin voilà, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi je vais vous dire ciao à tous, à la prochaine.